Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Nous allons consacrer une grande partie de l'émission à l'affaire DSK et à ses conséquences. L'ancien directeur du FMI est assigné à résidence à New York. La prochaine audience aura lieu le 6 juin, 2 semaines avant le début des candidatures au Parti socialiste. Nous parlerons aussi du livre que vous venez de publier, Sécurité, la gauche peut tout changer, aux éditions du Moment. Une semaine après le déclenchement de cette affaire, on a envie de vous demander, Manuel Valls, et maintenant, est-ce que le Parti socialiste va afficher une unité ou est-ce qu'il va retomber dans ses divisions ? Vous savez, les socialistes, mais comme les Français, doivent, je ne sais pas si c'est la bonne formule, en tout cas digérer, intégrer ce qui vient de se passer. Nous avons, vous, les observateurs, les commentateurs, nous, les acteurs politiques, tendance à aller plus vite que les faits, à anticiper déjà les conséquences de ce qui vient de se passer. Mais je pense que nos compatriotes, que les Français, sont encore sous le choc, sortent de ce chaos debout qu'ils ont subi, que nous avons subi depuis dimanche dernier. Et donc, face à cette situation, qui reste quand même assez extraordinaire, au sens même étymologique du mot, assez particulière en tout cas, inattendue, les socialistes doivent faire preuve de très grande responsabilité. Nous ne devons pas rajouter de la crise à l'événement, de la crise à la crise. Et donc, il nous faut être responsables, travailler dans l'unité, tirer les conséquences de ce qui vient de se passer, discuter entre nous, et c'est tout le sens, me semble-t-il, des réunions que nous allons avoir autour de Martine Aubry dans les jours qui viennent. Et puis évidemment, nous devons, et c'est notre rôle, être tournés résolument vers les Français. Nous sommes en train d'adopter notre projet, une convention nationale le 28 mai prochain va le confirmer. Nous sommes en train d'adopter notre projet, tourné vers les Français, vers les sujets qui les préoccupent, l'emploi, la précarité, l'école, la sécurité, les grandes questions du monde et de l'Europe. Et c'est notre rôle. Nous sommes la première formation politique de ce pays, nous gérons des collectivités territoriales, nous aspirons à gouverner, il y a un rejet profond de Nicolas Sarkozy, donc nous ne devons pas oublier évidemment cet objectif. Est-ce que vous-même, monsieur le député, vous êtes toujours candidat aux primaires ? Mais il faut que je m'applique ce que je demande à tous. Les primaires auront lieu, doivent avoir lieu, parce que c'est l'occasion précisément de nous tourner vers les Français. Il y a quelques années, nous avons imposé avec d'autres, avec Arnaud Montebourg, ce dispositif des primaires qui permet non seulement de trancher la question du leadership de notre candidat, mais surtout de transformer en profondeur le Parti socialiste et tout simplement la vie démocratique, c'est-à-dire en demandant aux Français de choisir notre candidat. Nous changeons la nature même d'un parti politique. Mais en attendant, puisque les candidatures doivent être déposées à partir du 28 juin, que les primaires auront lieu, elles, au mois d'octobre, je pense que chacun doit faire preuve de retenue. Et si j'annonce que je suis candidat, eh bien, je suis en contradiction avec cette retenue que je demande. Donc pour l'instant, on ne sait pas si vous êtes candidat ou non. D'ores et déjà, vous avez demandé que le Parti socialiste mette entre parenthèses cette primaire. Alors c'est comme un petit peu comme si vous disiez la vie du parti s'arrête dans l'affaire. Non, pas du tout. Dans l'affaire Strauss-Kahn, on ne comprend pas très bien. En plus, ça peut être dangereux à un an de l'élection présidentielle. Je viens de vous dire très clairement, il ne s'agit pas de changer notre calendrier. Mais là, pour l'instant, une semaine après ce choc qui met à terre celui qui était attendu. Car moi, ce qui m'a frappé de la part de ceux et de celles que j'ai rencontrés tout au long de cette semaine, c'est la très grande inquiétude. Les Français me disaient, dans ma ville, dans ma circonscription, dans la rue, mais qu'allons-nous devenir ? C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que la stature de Dominique Strauss-Kahn, ce qu'il représentait, cette capacité à incarner à la fois l'efficacité économique et la justice sociale, l'expérience, ce mécanicien de la mondialisation tel que je l'ai appelé, correspondait à ce qu'attendaient les Français, c'est-à-dire une personnalité avec une stature internationale, une expérience capable de sortir le pays de la crise économique et financière. Et on ne remplace pas Dominique Strauss-Kahn du jour au lendemain aussi facilement. C'est de faire injure à personne, de dire qu'au sein du Parti socialiste, et je me sens évidemment concerné, personne aujourd'hui n'a cette équation
que représentait Dominique Strauss-Kahn. C'est pour ça qu'il était en tête des enquêtes d'opinion. C'est pour ça qu'il était très largement devant dans toutes les enquêtes concernant le premier tour. Et il nous sortait d'ailleurs du danger potentiel de revivre un 21 avril 2002. Donc on ne remplace pas Dominique Strauss-Kahn comme ça du jour au lendemain. Donc il nous faut du temps, et le rôle d'un parti politique et de ses dirigeants, c'est de prendre du temps, parce que le risque est désormais, me semble-t-il, évident, passer du rang de premier choix à celui du choix par défaut. Ne plus stimuler l'espoir, mais incarner la routine. Et ce risque peut être mortel pour nous, avec une Marine Le Pen qui est créditée de plus de 20% dans les enquêtes. Donc prenons le temps. Mais enfin, dire Mais que M. Hollande... prenons le temps, Manuel Valls, ça veut dire quoi? Parce que, bon, on voit bien que le débat sur les primaires est relancé au PS. Il y a des voix qui s'élèvent pour demander le report des primaires, et vous-même vous réclamez une mise entre parenthèses. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, une mise entre parenthèses? Ça veut dire on y renonce, on déplace, on gèle ces primaires? Je viens de vous répondre très clairement. Le calendrier, il faut le maintenir. Dépôt des candidatures à partir du 28 juin. Cela ne change donc pas le calendrier des primaires. Les primaires doivent avoir lieu au mois d'octobre, comme c'est prévu. C'est une manière, encore une fois, de nous ouvrir aux Français. Mais le contexte dans lequel nous préparions les primaires a changé. Et il y a quelque chose que je redoute avec ce qui vient de se passer, c'est que les primaires se transforment dans une sorte de grand congrès du Parti socialiste, où nous parlions que de nos problèmes internes, de nos rivalités, d'une compétition qui serait tournée que vers nous-mêmes et non pas vers les Français. Et donc si nous voulons éviter cela, qui se terminerait par un désastre, il faut que les dirigeants du Parti socialiste, ceux et celles qui sont candidats ou qui peuvent être candidats, discutent, c'est le rôle d'une formation politique, discutent sur les conditions de préparation de cette primaire et les conditions du rassemblement et de l'unité. Monsieur le député, est-ce que vous diriez, comme Jean-Paul Huchon, que certains socialistes enterrent trop vite Dominique Strauss-Kahn? Les faits sont les faits. Dominique Strauss-Kahn est pris dans un cyclone et où tout commence pour lui. C'est-à-dire, il va devoir se défendre, prouver son innocence. Et donc, il est tourné totalement avec ses proches, avec ses avocats, vers sa défense. Comment peut-on imaginer qu'il puisse aujourd'hui, alors qu'il vient de quitter la direction du FMI, envisager de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle? Je connais Dominique Strauss-Kahn depuis 25 ans, c'est un ami, je souffre évidemment pour lui, j'imagine l'enfer qui est le sien et celui d'Anne Sinclair, mais je sais en même temps que loin d'ici, libre certes, mais dans des conditions de contrôle très particulières, il doit se tourner vers sa défense et pour évidemment laver son honneur. En fait, alors vous avez noté, Manuel Valls, que les militants étaient en plein désarroi. Vous avez poussé un coup de colère sur France 2 l'autre soir, jeudi soir, contre les politiques, contre les journalistes. Vous trouvez qu'il y a eu des amalgames dans cette affaire? Mais il faut bien se rendre compte du choc d'abord de la nouvelle, de l'impact de ces images. Au fond, on passait d'une série américaine à la réalité. Et tout cela par l'image, la télévision, l'Internet, le tweet, Facebook, tout ça a pris une ampleur très particulière. Et les Français n'ont parlé que de cela pendant plusieurs jours. Mais je me méfie aussi en même temps de l'amalgame. Le rôle des intellectuels, des journalistes et évidemment des politiques, c'est de mettre de la raison dans ce qui est un choc d'image et psychologique et affectif très particulier. Et de ne pas confondre les choses, tout simplement. Et donc, quand qu'est-ce que les journalistes ont confondu? Je ne parle pas des journalistes forcément. Je parle de l'ensemble je parle de l'ensemble du commentaire. Disons les choses clairement. Il y a une victime présumée
cette femme qui aurait été violée, et le viol est quelque chose de tout à fait insupportable, que personne ne peut accepter, et il y a un coupable présumé qui doit bénéficier du doute, de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, on a entendu jusqu'à maintenant que la partie qui accuse, que le procureur américain, et donc c'est pour ça que je disais que tout commence pour Dominique Strauss-Kahn. Maintenant qu'il va y avoir sans doute un procès, en tout cas une procédure judiciaire, il faut que tous les avis, que toutes les parties soient évidemment entendues, dans le respect, encore une fois, des règles de la justice, des droits de la plaignante, comme des droits de celui qui est aujourd'hui accusé. Et quand des hommes de la majorité, des voix dans la majorité vous reprochent de ne pas avoir eu la même retenue dans des cas qui ne sont pas les mêmes, enfin des cas comme Michel Ayomari ou Éric Woerth, vous n'avez pas eu la même retenue quant à la présomption d'innocence. Et c'est ça que je n'accepte pas. Et d'ailleurs, pardon de le dire, ce ne sont pas les socialistes, pas le Parti socialiste, qui a demandé à Mme Ayomari et à M. Woerth de quitter le gouvernement. C'est une décision du président de la République et du Premier ministre. C'est bien qu'il y avait une difficulté. Mais encore une fois, c'est au fond cette volonté de créer une forme d'amalgame et de nous expliquer, comme aurait dit le président de la République, parce que c'est les propos qu'on rapporte, que la gauche aurait perdu la bataille de la morale. Le Parti socialiste, la gauche sont évidemment impactés pour des raisons politiques. Le retrait de fait de Dominique Strauss-Kahn de la course de la présidentielle, mais il est accusé pour un fait personnel, pas pour un fait politique, pas parce qu'il était en train de gouverner le pays, contrairement aux accusations ou aux faits qu'on a reprochés à M. Woerth ou à Mme Ayomari en termes de pratiques au moment où il y avait ce printemps tunisien. Et vous auriez souhaité une prise de position du président de la République ? Non, moi je pense qu'il y a eu de la retenue, y compris dans les premières heures. Enfin, écoutez, il s'agit de Dominique Strauss-Kahn, il s'agit du directeur du FMI, il s'agit de celui que beaucoup de Français espéraient voir dans un an à l'Élysée. Donc la retenue dont chacun a fait preuve dans les premières heures et dans les premiers jours de cette affaire-là me semblait correspondre à ce qu'il fallait faire. Mais vous savez qu'il y avait beaucoup de personnalités, on entend beaucoup de personnalités, beaucoup de journalistes aussi dire qu'ils savaient que Dominique Strauss-Kahn avait parfois, on va dire, des attitudes limites avec les femmes. Est-ce que vous aviez entendu parler de ça dans votre parti ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parliez, qui vous gênait ? Non, et je suis toujours gêné quand je dois répondre à ce type de questions. Parce que ça, c'est l'autre confusion. Entre la séduction et le viol, entre la séduction et le harcèlement moral ou sexuel, c'est un délit. Le harcèlement, moral ou sexuel. Le viol, c'est un crime. Donc il y a une confusion générale entre tout cela. Et moi, je veux qu'on me parle de faits. Je veux qu'on dise les choses. Si des journalistes ou des responsables politiques savaient que Dominique Strauss-Kahn était un violeur potentiel, en puissance, alors il fallait le dire. Mais et encore une fois, ne confondons pas les choses. Et moi, ce que je souhaite et je demande, c'est que la justice américaine, puisqu'on parle de la justice américaine, puisse faire, j'allais dire sereinement, ça je n'y crois pas beaucoup, mais puisse faire son travail. On va parler d'autres sujets, mais encore une question là-dessus. Est-ce que vous soutenez, Manuel Valls, la candidature de Christine Lagarde, puisque candidature il y a, au FMI, je pense à la direction du FMI? Je ne pense pas que ce soit le rôle d'un responsable politique national de soutenir une candidature particulière, parce que c'est un processus qui nécessite l'accord de plusieurs États, de ceux qui siègent notamment au board du FMI. La seule chose que je souhaite dire, c'est que c'est important, c'est même essentiel, dans cette modification du Fonds monétaire international, dans cette réforme que Dominique Strauss-Kahn avait impulsée, et qui verra notamment, mais c'est vrai pour toutes les instances internationales, les grands pays dits émergents, qui comptent de plus en plus. On parle d'ailleurs de pays émergents parlant de la Chine ou de l'Inde. Je pense que le mot n'est plus tout à fait adapté. On voit bien que le monde a changé et qu'il faut que les institutions internationales
politique ou financière, reflète ces changements et ces déplacements de centres de pouvoir politiques ou économiques. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui me paraît essentiel, c'est que ce soit un Européen ou une Européenne qui préside aux destinées du FMI. En même temps, je mets en garde aussi. Madame Lagarde fait l'objet d'une procédure ouverte par le procureur Nadal concernant ce qu'on appelle l'affaire Tapie. Et donc je mets en garde les uns et les autres sur les conséquences de cette procédure à l'égard d'un ministre du gouvernement, que ce soit pour le FMI ou d'une manière générale, même si j'ai le plus grand respect pour Christine Lagarde, dont chacun connaît les compétences, mais c'est une mise en garde qui ne doit échapper à personne. Alors justement, on va quitter donc l'affaire DSK pour s'intéresser à une grande institution internationale, le G8, comme vous savez, qui se tient à Deauville jeudi et vendredi, en présence du président Obama notamment. Mais avant cela, il y a un pré-sommet mardi et mercredi à Paris consacré à l'Internet. Alors, est-ce que les excès du web... dont vous parlez dans votre dernier livre. Alors, est-ce que les excès du web, où tout le monde peut parler de sa vie privée et malheureusement également celle de son voisin, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ? Je crois que c'est une réalité. Parlions il y a un instant de la force de l'image. Rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, à l'occasion, je crois, de la première guerre du Golfe, on parlait déjà à ce moment-là de l'information continue. Au niveau international du rôle de CNN et en France du rôle de France Info. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en 20 ans, ça va encore plus vite grâce au net, grâce à Twitter. Toutes les images, toutes les informations de ces derniers jours autour de l'affaire de Dominique Strauss-Kahn sont souvent venues de ce type de médias plutôt que du média traditionnel. Alors, je crois que c'est très difficile d'arrêter, de contenir un mouvement qui a pris une ampleur très particulière. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de règles, notamment concernant le respect de la vie privée, s'il n'y a pas de règles que chacun se fixe, notamment sur le fait que l'information que donne ce nouveau outil de communication n'est pas hiérarchisée, eh bien alors à ce moment-là, je crois qu'on va avoir un vrai problème à la fois d'information, de démocratie, de respect de la vie personnelle. Et moi, j'en appelle là aussi à la raison et à l'organisation qui permettent non pas de censurer, parce que je crois que ça n'est pas possible, mais en tout cas de mieux hiérarchiser l'information qui passe par ce nouveau canal. Alors, on voit bien que dans votre livre, vous avez des positions, notamment sur la sécurité, mais pas seulement, qui sont des positions très à vous. Est-ce que, si vous êtes candidat, vous allez reprendre telles quelles les 30 propositions de Martine Aubry, ou est-ce qu'il y a des choses que vous allez amender ? Mais tous les socialistes se sentent porteurs du projet du Parti socialiste, qui est un projet qui concerne, pour certaines propositions, une législature, un quinquennat, et pour d'autres, bien évidemment, quand il s'agit de redresser notre pays, d'autres périodes. Donc oui, nous nous sentons comptables. Mais évidemment, une plateforme présidentielle, ceux qu'incarne un candidat, devront faire appel à d'autres propositions. Et puis il y a le contexte qui peut évidemment être amené à changer. Mais je crois que c'est important que les socialistes soient dotés d'un projet dans lequel tous les candidats aux primaires doivent pouvoir se reconnaître. Mais si j'étais candidat, mais je vous ai répondu de ce point de vue-là, en tout cas, moi je souhaite, quels que soient les événements que nous allons connaître dans les semaines qui viennent, incarner toujours le discours d'une nouvelle génération, une autre manière de faire de la politique, incarner une gauche moderne, parce qui regarde le monde tel qu'il est, la société française avec ses évolutions, qui répondent à l'angoisse profonde que connaissent nos compatriotes, c'est-à-dire à la fois une crainte de déclassement individuel. On le ressent dans les couches populaires, dans les classes moyennes, avec notamment la peur de voir ses propres enfants vivre moins bien que soi-même. Et puis on sent bien qu'il y a une crainte de décrochage collectif qu'on vit en France et en Europe avec les transformations du monde. Donc je souhaite incarner aussi cette gauche qui regarde la réalité en face, mais qui soit aussi une gauche populaire. Il y a eu un débat il y a quelques jours, quelques semaines, sur est-ce que les socialistes doivent s'adresser aux couches moyennes ou aux couches populaires, mais aux deux, bien évidemment. Et c'est pour ça que je veux qu'on parle de sécurité, d'échecs scolaires, de ghettoisation de nos quartiers. Et c'est cette gauche-là qui devra de toute façon, quoi qu'il arrive, se faire entendre fortement.
un moment où il y a une telle crise politique, une telle crise de la parole politique qui explique à la fois l'abstention que nous avons connue au cantonal, mais qui explique aussi malheureusement la montée du Front National et les populismes en France et en Europe d'ailleurs. Alors Manuel Valls, on va parler un peu du Proche-Orient, puisque c'est une actualité qui a aussi dominé la semaine avec le grand discours de Barack Obama, le voyage de Netanyahou à Washington. Vous comptiez faire un voyage d'ailleurs ces jours-ci en Israël, c'est un voyage qui est maintenu ? Je devais être en Israël en ce début de semaine passée. Je n'ai pas pu y aller parce que les événements dont nous avons parlé me l'ont empêché, mais j'espère, comme je le fais assez régulièrement, y retourner très vite, puisque je suis convaincu que le printemps arabe, à la fois extraordinaire, parce qu'il y a une volonté de démocratisation, mais qui est aussi source d'inquiétude. Nous ne savons pas comment le processus tunisien va se terminer. Il y a, je crois, beaucoup d'inquiétudes sur le processus égyptien. Je suis évidemment effrayé par cette répression bestiale que subit la jeunesse et le peuple syrien. Et je demande d'ailleurs que la communauté internationale soit encore plus ferme à l'égard du régime de Bachar el-Assad, parce que ce qui se passe est tout à fait insupportable. Mais tout cela est en train de transformer, peut-être, je suis très prudent, la donne politique. Et dans cet État d'Israël, auquel je suis fondamentalement attaché, qui reste encore aujourd'hui la seule grande démocratie dans cette région du monde. Mais je souhaite aussi que le processus de paix puisse reprendre. Et je me réjouis que le président Obama ait tenu un discours fort sur la question du Proche-Orient, parce qu'il faut un engagement, nous le savons, des États-Unis d'Amérique pour contribuer à la paix, même si c'est évidemment important que l'Union européenne soit aussi très présente dans ces discussions. Mais justement, Barack Obama vient de proposer un État palestinien, il vient de se prononcer pour un État palestinien démilitarisé dans les frontières de 67. Et Benjamin Netanyahou, lui, l'a refusé. Il dit que les frontières de 67 sont indéfendables. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes du Premier ministre israélien ? Qu'il y ait des inquiétudes avec les évolutions que je viens d'évoquer un peu partout dans le monde arabe, c'est évident. Qu'il y ait des inquiétudes notamment sur toujours l'attitude dangereuse, incertaine de l'Iran, c'est une évidence. En même temps, pour la stabilité de la région et pour la stabilité du monde, nous savons qu'il faut une négociation et que cette négociation doit incontestablement se faire sur la création d'un État palestinien sur les bases des frontières de 1967. C'est une position qui, je crois, est incontournable. Et c'est sur ces bases-là que la discussion doit avoir. Ensuite, la nature de ces discussions, l'échange de territoire, le statut de Jérusalem, évidemment, si ces discussions peuvent avoir lieu, c'est autour, évidemment, d'un compromis qu'il devra se bâtir. Mais il nous faut à la fois garantir totalement la sécurité de l'État d'Israël, et en même temps nous savons que si demain il y a un État palestinien, il doit être un État également fiable. Mais je souligne également, et je suis d'accord avec cela, que Barack Obama a dit très clairement, je crois qu'il a raison, qu'on ne peut pas en revanche imposer un État palestinien, porter des actions symboliques pour isoler Israël aux Nations Unies en septembre à l'occasion de l'Assemblée générale. Ça, on ne peut pas le faire. Bon, donc ça veut dire que la discussion doit reprendre et que la communauté internationale doit favoriser cette discussion entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël. Dernière question, Nadège Pujakarma. Alors, comme on a vu, vous avez une parole très libre au sein du Parti socialiste sur la laïcité, l'immigration, la sécurité, on en a parlé. On vous appelle parfois le Sarkozy de gauche. Alors, je voudrais savoir, ça vous flatte ou bien ça vous choque ? Ni l'un ni l'autre, parce que je recuse toujours les formules et surtout ce type de formule et ses facilités. Vous savez, moi, depuis 30 ans, je suis engagé à gauche, de Michel Rocard à Lionel Jospin, avec mes prises de position, qui sont celles d'une gauche réformiste, moderne, populaire. Je ne supporte pas que la vie politique de mon pays puisse être uniquement basée en fonction d'un rapport avec un homme, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Je suis Manuel Valls, je suis de gauche, et je souhaite surtout que la gauche l'emporte l'année prochaine, pas pour elle, mais pour le pays qui a besoin d'apaisement, de justice sociale, de redressement. Voilà.
Manuel Valls, député de l'Essonne, maire d'Evry, candidat aux primaires socialistes pour les présidentielles.